et Nora Cheni, historienne et géopolitologue, professeure émérite de l'Université Paris 8, ancienne directrice de l'Institut français des études anatoliennes, spécialiste entre autres des régimes mémoriels en Turquie. Et elle vient de publier l'année dernière un article dans Hérodote, Université et pouvoir politique en Turquie. Et elle va nous parler des politiques et régimes mémoriels en Turquie. Alors, je commencerai pour ma part d'abord par expliciter les deux termes que j'utilise pour le titre de cette intervention. Par politique mémorielle, j'entends le processus par lequel les mémoires individuelles, familiales, celles qui se chuchotent chez soi, deviennent d'abord collectives, portées par des groupes, des communautés, des historiens, des intellectuels, et finissent par faire l'objet de politiques publiques, de reconnaissance des responsabilités étatiques, des commémorations nationales, de lieux de mémoire. Exemple, le processus qui a commencé en Europe quelques 2 décennies après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, concernant les camps de concentration, et dont les historiens comme Henri Rousseau, Anne Pievorka et Serge Klarsfeld et bien d'autres ont rendu compte. Le terme régime mémoriel que j'élabore ici emprunte le vocable régime à la notion de régime d'historicité introduite par l'historien François Hartog comme outil heuristique qui permet d'interroger les rapports particuliers que chaque société entretient avec le passé, le présent et le futur. Je pourrais citer pour exemple le futurisme du XXe siècle, dont la perception du temps est dominée par l'idée de procès continu. J'ai pour ma part gardé de cette notion de le vocable de régime, non pour analyser l'articulation particulière de ces 3 temps dans les perceptions de la Turquie contemporaine, mais pour interroger la manière singulière dont s'établissent ici les différents récits mémoriels, celui officiel de l'État turc qui fait les manuels d'histoire pour l'école et tisse donc le roman national officiel, mais aussi celui des minorités ethniques religieuses, des Kurdes, des Alevis, des non-musulmans, les Arméniens, les Juifs, les Grecs, ceci pour mes instruments d'analyse. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous parler de tous les régimes mémoriels, de tous les groupes. Le second moment de mon intervention porte sur le fait divers qui m'a induite à ce développement. À Ankara, voici quelques semaines, pour le gala d'un film sur la Deuxième Guerre mondiale, les producteurs ont jugé bon de reconstruire le décor d'un camp de concentration avec barbelés, chiens méchants, figurants déguisés en SS ou en pyjama rayé des détenus, sol jonché de jouets cassés, poupées démembrées, rien n'avait été négligé pour l'ambiance. Les invités, élites du monde des affaires et de la culture, robes longues et smoking de mise, ont posé devant les caméras et défilé comme à Cannes à travers le décor. Au-delà de l'accusation de très mauvais goût et de manque de tact, envers notamment une communauté juive résiduelle de 17 000 personnes, comment comprendre un tel événement? Cette mise en scène serait inconcevable ou suffisamment scandaleuse en Europe pour qu'aucune production de cinéma ne s'y risque. Il y a là un hiatus avec un écart significatif avec l'Europe et on peut légitimement se demander à quoi il tient. Donc c'est un écart depuis l'Europe, tandis que l'Europe, n'est-ce pas, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vit sous le régime mémoriel issu du plus jamais ça et de l'obsession de la paix qui en découle. Éprouver l'effroi qui gagna le monde à l'ouverture des camps de concentration, comprendre la Shoah, en turc on dit Holocauste, pris comme cataclysme universel et menace de destruction de la civilisation tout entière, la comprendre pour pouvoir continuer à vivre après cette rupture majeure de la confiance en l'humanité, et la comprendre pour éviter toute récidive, assurer la paix, ces impératifs ont dominé la pensée européenne de l'après-guerre. Quant à la Turquie, elle s'est maintenue tout à fait hors de ces enjeux, indifférente à ce qui fait encore aujourd'hui le propre de l'Europe, à savoir cette obsession de paix inspirée des destructions causées par les 2 guerres mondiales. Tout en caressant le projet d'intégrer l'Union européenne, la Turquie ignore ce traumatisme, ne se sent pas concernée par cette sensibilité. Elle vit toujours, en fait, elle vit tout à fait hors du régime mémoriel de la paix avant toute chose,
qui structurent l'Europe de l'après-guerre. Et quand je parle de cette indifférence de la Turquie et de ce qui la rend non européenne, je ne parle pas seulement des politiques étatiques et officielles, mais aussi des élites occidentalisées, des intellectuels et de la gauche prise au sens large. J'y inclus mes amis. Plusieurs explications peuvent être apportées à cette externalité, à une Europe qui reste un horizon pour la Turquie. La Turquie n'a pas participé à la Deuxième Guerre mondiale, pendant laquelle elle a maintenu son statut de pays neutre. C'est une explication, mais très partielle, car son externalité par rapport au régime mémorial européen de ce 54, parce qu'on peut en effet arguer de l'universalité de la question que l'existence des chambres à gaz a adressée au monde entier, pas seulement aux Européens. Autre élément explicatif tout à fait plausible, c'est que la Turquie ne manque pas de raison d'éviter l'affrontement avec sa propre mémoire. Prêter attention au déroulement des politiques mémorielles mises en place en France ou en Allemagne risquerait d'inspirer ceux des Turcs qui n'ont pas renoncé à faire reconnaître à l'État le caractère génocidaire des massacres arméniens. Mais cette politique de l'amnésie domestique n'explique pas à elle seule non plus l'étanchéité de la Turquie quant à la priorité accordée par l'Europe à une paix issue du plus jamais ça. La hantise de la Turquie est toute autre. Héritée de la fin de l'Empire ottoman, cette obsession de l'homogénéité religieuse et ethnique, puisque l'élément majoritaire étant musulman, sunnite et turc, travaille ici la pensée politique et la culture. Cette obsession se traduit par le désir de garder, de maintenir cette supériorité, consciemment ou inconsciemment, sur les autres composantes de la société, les non-musulmans, les alévis, les Kurdes. Habités à des degrés divers par cette obsession, ceux qui auraient dû étudier et transmettre les mécanismes de montée des totalitarismes n'ont pas participé aux interrogations issues de l'épisode qui menaça d'engloutir la civilisation. Je veux parler des éditeurs, de l'université, des arts, de la littérature, du cinéma, le théâtre, la peinture, la musique et des médias. À l'exception sans doute de quelques-uns, comme Aslı Erdoğan, écrivaine, figure emblématique de l'insoumission au régime, et qui est la seule, à ma connaissance, à avoir introduit dans la littérature une référence à Auschwitz. Elle le fait dans son dernier ouvrage, Le silence même n'est plus à toi, où elle décrit le martyre des villes kurdes de Cizre, de Varto, en évoquant l'horreur des camps. S'ils sont bien assez rares dans la société civile turque à s'attacher à la connaissance de la montée du totalitarisme et aux destructions des populations européennes, il existe néanmoins en Turquie une instance qui évoque la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah et les Juifs, et cet acteur, c'est l'État turc. Aussi paradoxal que cela puisse paraître de prime abord, cette position s'inscrit au sein d'une stratégie plutôt élaborée et qui ne manque ni de cohérence propre à l'État turc, ni de sophistication, ni de planification. Il s'agit d'instrumentaliser à usage externe la mémoire des Juifs de Turquie au profit de la nouvelle obsession de la Turquie, la négation du caractère génocidaire des massacres des Arméniens. Un régime mémorial, donc, voué à étayer pour la scène internationale l'image de l'État turc, sauveur des Juifs. La première séquence commence dès les années 80 en réaction aux attentats du mouvement arménien à Salah, dont le premier intervient en septembre 81 avec la prise d'otage de 56 personnes au consulat de Turquie à Paris. Vont suivre d'autres attentats que je n'énumérerai pas. Pour contrecarrer la sensibilisation de l'opinion mondiale par ce que le géostratège Gérard Chalian appelle le terrorisme publicitaire, la chancellerie turque et quelques chroniqueurs tentent de convaincre les élites économiques juives pour qu'ils influencent les lobbies juifs aux États-Unis. Le récit à promouvoir est fondé sur un événement historique bien réel, l'accueil des Juifs dans l'Empire ottoman après leur expulsion de la péninsule ibérique en 1492. Une fondation est créée à cet effet en 1992, la fondation du 500e anniversaire, qui réunit des hauts fonctionnaires turcs, ambassadeurs à la retraite avec des hommes d'affaires juifs connus à l'international.
Ils organisent événements, commémorations, mobilisent des historiens, notamment américains, réunissent un colloque aux États-Unis, soutiennent des publications d'ouvrages historiques qui appuient sur les traits refuge sûr, havre de paix concernant les territoires ottomans. L'impression qu'il s'agit de susciter auprès de l'opinion internationale étant comment peut-on suspecter l'État ottoman capable de génocide, sachant qu'il a su accueillir des populations non musulmanes et persécutées. Pendant les années 80-90, un courant de recherche en histoire se focalisera sur la coexistence en bonne entente des communautés chrétiennes, juives et musulmanes dans les villes ottomanes. L'idéalisation, la nostalgie de pluralité de la société ottomane se diffusera et étayera les arguments contre le jacobinisme de l'État turc. La seconde séquence de cette instrumentalisation démarre en 2010. Et cette fois, l'État turc se présente en sauveur des Juifs des griffes du nazisme, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette version prend d'abord appui sur l'arrivée en Turquie, dès 1933, d'une centaine de scientifiques allemands, principalement des Juifs, invités pour fonder l'université turque à la place du Dar el-Funun ancien. Mais ce n'est pas leur héritage dans la création de l'université turque, héritage d'ailleurs complètement perdu de vue, que cette stratégie mettait en valeur, notamment dans un colloque en 2012, organisé à l'université de Bahçeşehir avec l'UNESCO et la coopération du ministère turc des Affaires étrangères. La rencontre élaborait l'image de la Turquie port de salut pour les Juifs. Les historiens de Fatbali Koçtaş ont de longue date décrypté la partie enjolivée de cet épisode en rappelant l'ensemble des refus par la Turquie d'accueillir des réfugiés juifs pendant la Deuxième Guerre, les naufragés dans les eaux territoriales turques des bateaux de réfugiés fuyant les nazis témoignent à eux seuls de ce que fut en réalité la politique officielle de la Turquie envers les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les bateaux, je peux les nommer, le Salvador, le Struma et la Parita. Ils sont donc naufragés avec les personnes qui les habitaient. Depuis 2010, la communauté juive commémore publiquement le 27 janvier la journée de la Shoah. Elle organise des cérémonies auxquelles assistent le représentant du Premier ministre, des hauts fonctionnaires et des figures connues de la société civile. Que s'est-il passé pour qu'une communauté réputée très discrète tienne des événements publics avec participation de représentants de l'État? Un nouvel acteur international est devenu la cible des actions de la Turquie visant à modifier son image. Il s'agit de l'IRA, International Holocaust Remembrance Alliance, fondée en 1998 à Stockholm et qui réunit 31 pays membres, majoritairement européens, mais aussi les États-Unis, Israël et le Canada. La Turquie souhaite devenir membre de cet organisme qui a pour ambition d'éduquer sur la Shoah, de lutter contre l'antisémitisme et le déni de génocide. Il favorise les recherches sur les archives à ce sujet. La Turquie occupe depuis 2008 un siège d'observateur et tente de satisfaire à certains des prérequis pour en devenir membre. Puisqu'elle s'exonère des prérequis comme celui de reconnaître le caractère génocidaire des massacres arméniens, qu'elle ne modifie pas les manuels scolaires dans ce sens et que ses archives ne sont pas accessibles, elle s'acquitte du prérequis qui lui coûte le moins, elle commémore la journée de la Shoah avec la communauté juive. Mise en avant également l'histoire magnifiée des diplomates turcs qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont sauvé les Juifs. C'est le dernier des récits qui nourrissent la politique mémorielle de l'État turc. Il s'agit de Necdet Kent, consul de Turquie à Marseille, et de Selahattin Ülkümen, consul à Rhodes. Les deux diplomates, seule l'action héroïque de Ülkümen a été prouvée et il fut reconnu juste parmi les nations par Yad Vashem. Tandis que le témoignage du consul de Marseille a été invalidé par le travail de Buçtak. Néanmoins, un pseudo-documentaire circule, The Turkish Passport, comme si l'inanité des propos n'avait pas été prouvée, qui présente le rapatriement des France par le gouvernement turc de 400 juifs ressortissants turcs au printemps 1944, comme s'il s'agissait d'une opération de sauvetage, alors que l'Allemagne exigeait ce transfert depuis 1942 et que la Turquie refusait. Ainsi, vous ai-je présenté la stratégie de communication de la Turquie qui a pour instrument la mémoire des Juifs de ce pays et pour objectif d'infléchir la mémoire des Arméniens. Deux communautés avec peu de liens entre elles,
et toutes deux dépossédées par un même mouvement de leur propre mémoire. Bien que ces stratégies soient élaborées pour toucher l'opinion internationale et se diffusent néanmoins un peu sur la scène domestique, mais sous une forme que je qualifierais de dé-européanisée. Il n'y a notamment pas eu de débat parmi les universitaires ou les intellectuels turcs pour affirmer ou confirmer le rôle sauveur des Juifs de l'État turc. Cela ne semble toujours pas relever de leur centre d'intérêt. Ainsi dé-européanisées, les élites ont manqué d'instruments de vigilance politique et de discernement, c'est mon opinion, pour contrer les assauts qui menacent la démocratie formelle en Turquie. On peut aujourd'hui se demander si une meilleure connaissance de l'engrenage des années 30 en Europe n'aurait pas mieux alerté, alors qu'il était encore temps d'agir, ceux qui en Turquie ont trop longtemps persévéré à ne voir qu'une dérive vers l'autoritarisme dans les coups de force de Erdogan. Cette connaissance aurait peut-être interdit que l'on accorde aussi un blanc-seing à un candidat issu d'un mouvement ouvertement antisémite. Je veux parler du mouvement La Vision Nationale, Milli Görüş, terreau d'Erdogan. Je prétends que si on veut, dans un horizon de 5 ans, constituer des capacités de discernement plus opérationnelles, un travail est nécessaire pour élucider les racines de cette indifférence à ce qui fait le ciment du continent européen auquel la Turquie prétend appartenir. Il n'y a pas de dictature sans consentement, dit l'écrivain algérien Kemal Daoud. Là, au XXIe siècle, les dictateurs ont réformé leur image. Ils ne sont plus une chose subie, mais une chose désirée. De quel désir sont-ils l'incarnation? Je vous laisse la question, je vous laisse cogiter là-dessus. Merci.